Alors bonsoir à tous, On est donc toujours en live puisqu'on ne peut pas se déconfiner pour l'instant, on n'a pas le droit de se réunir. Donc on va faire encore le troisième atelier live là, pour cette saison. Et cette fois-ci, on va parler un peu du timelapse, on va changer un petit peu des choses traditionnelles, plutôt des choses de base. Et donc là, on va attaquer quelque chose d'un petit peu différent. Alors le timelapse, vous allez voir, c'est à mi-chemin entre de la vidéo et puis de la photo. Donc ça fait quand même, il y a quand même beaucoup de travail photo pour arriver à faire un timelapse correct. Donc allons-y. J'ai intitulé ça le timelapse, et si on regardait le temps passé, parce que vous allez voir que dans le timelapse, le temps a une grande importance. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au sommaire? Qu'est-ce que c'est qu'un timelapse? Le matériel nécessaire pour faire du timelapse. Comment ça se passe à la prise de vue? Après la prise de vue, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire en timelapse? Et puis on montrera quelques exemples faits par les membres du club. J'ai pas été chercher des choses sur internet, il y a déjà quelques exemples avec les membres du club, donc c'est sympa. Alors, c'est quoi le timelapse? Ça pourrait être, on va dire, une accumulation de photos. Ça pourrait être aussi une accélération du temps. Ça peut aussi être une façon de montrer l'invisible, voir des choses qu'on ne voit pas habituellement en photo ou même en vidéo classique. Et ben en fait, le timelapse, donc ça reprend un petit peu tout ça. C'est un mélange un petit peu de tout ça. Accumuler des photos, oui. Accélérer le temps, oui. Et montrer des choses que du coup on ne peut pas voir quand on regarde avec le temps qui passe à la vitesse classique. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est vraiment concrètement? Et bien en fait c'est une vidéo, un timelapse. Quand on dit tiens, t'as vu le timelapse de machin, hop, c'est une vidéo, vous allez voir une vidéo. Cette vidéo, comme toutes les vidéos d'ailleurs, est composée d'une série d'images. La différence par rapport aux vidéos classiques, c'est que la plupart du temps, ces images ont été prises comme des photos. L'intérêt de les prendre comme des photos, c'est que la qualité est bien meilleure que si on prenait une vidéo et qu'ensuite on l'accélérait. Voilà pourquoi on fait ça. Donc voilà, des images, hop, on en fait une vidéo. Alors bien sûr, un timelapse, il y a plein de sortes de timelapse, il y a plein de sujets, et selon les sujets, on va être obligé d'accélérer plus ou moins le temps. Parfois, il va falloir accélérer énormément les choses. J'imagine par exemple une plante qui pousse, ça ne pousse pas en 1 heure, donc du coup il va falloir faire un timelapse qui va durer des jours, qu'on va compresser tout ça en 30 secondes. Donc on accélère énormément le temps. Parfois on va l'accélérer moins, on peut imaginer... je sais pas, un bâtiment qui est en train de se... Enfin, pas un bâtiment qui se construit, mais plutôt une installation d'une salle, par exemple. On a mis une caméra pour filmer un peu, voir tous les gens s'agglutiner et installer la salle. Bon, voilà, ça dure moins longtemps. Donc, on va voir des choses qui ne sont pas visibles à vitesse réelle. Pourquoi? Parce qu'à la vitesse réelle, des fois, il y a des choses qui peuvent se déplacer très lentement. Je vais prendre l'exemple d'un escargot. Si on le regarde à la vitesse classique, je dirais que vous n'allez pas le voir beaucoup bouger, il va quasiment faire du surplace, vous n'allez pas voir qu'il bouge, alors que quand vous allez le faire en accéléré, vous allez bien voir son déplacement. C'est un exemple. La construction d'un chantier, comme je disais, on a envie de voir notre maison se construire, on imagine, on pose une caméra, on prend une photo toutes les heures, et puis après, hop, on accumule toutes ces photos pour en faire une vidéo. Et ben on va voir notre maison monter, se construire, on va dire d'abord les murs apparaître, et puis le toit, et puis le crépi, etc. On peut aussi voir des choses comme la rotation de la Terre. Quand on regarde à l'œil nu, là, quand on regarde le ciel, alors l'idéal c'est de regarder l'étoile du Nord, et quand on regarde l'étoile du Nord, en fait on voit rien qui bouge. Si on regarde une autre étoile, c'est pareil, on voit rien qui bouge. Pourtant ça bouge, mais ça bouge très lentement. Ça met 24 heures pour faire un tour, presque 24 heures.
Et du coup, on ne le voit pas. Alors que si on fait un time-lapse, c'est-à-dire qu'on prend une photo toutes les 30 secondes, après on cumule pour faire une vidéo, ah ben là on va bien voir que les étoiles tournent et qu'elles tournent toutes autour environ de l'étoile du Nord. Alors, de quoi a-t-on besoin pour faire un time-lapse? Il n'y a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas besoin de matériel extraordinaire. En général, vous avez déjà tout ce qu'il faut à la maison. Par exemple, vous avez besoin... je regarde... ouais, on me dit qu'on ne voit pas très bien les diapos de face. Bon, bah là, de toute façon, je ne peux pas changer grand-chose. Je vais essayer de les mettre un petit peu plus souvent en gros plan comme ça, vous les verrez mieux. Oui, donc je disais le matériel nécessaire, vous l'avez la plupart du temps chez vous. Il y a besoin de quoi? Il y a besoin d'un appareil photo numérique, parce que alors là, si on fait sans appareil photo numérique, ça va être compliqué avec de l'argentique. Il y a besoin d'un trépied, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, comme c'est long, si on n'avait pas de trépied, on bougerait, et donc pendant tout ce temps-là, on n'aurait pas le même cadre, et donc du coup, la vidéo, ça tremblerait énormément, ça serait inutilisable, plutôt même désagréable. Donc un trépied qui va fixer l'appareil. Alors on peut aussi poser l'appareil quelque part, il n'y a pas forcément besoin d'un trépied selon le sujet. Une télécommande avec timer, alors c'est quoi ça? Ça vous avez peut-être pas, mais c'est pas forcément grave, ça dépend de votre appareil. En fait c'est une télécommande sur laquelle on va programmer, on va lui dire, on la branche dessus. Alors on peut l'utiliser en appuyant sur le bouton, toc, ça déclenche. Mais là non, c'est un peu plus évolué que ça, c'est qu'on lui dit, voilà, toutes les 30 secondes, tu déclenches. Et elle va déclencher une photo toutes les 30 secondes. Elle va envoyer l'ordre à l'appareil photo de prendre une photo toutes les 30 secondes. On peut le faire comme ça, et sinon, la plupart maintenant des appareils photo modernes ont une fonction time-lapse. Donc vous allez vous-même pouvoir programmer quel délai vous voulez entre chaque photo et pendant combien de temps vous voulez que des photos se prennent automatiquement. Donc ça, je vous invite à regarder sur votre appareil, ça va bien sûr dépendre de chaque appareil, mais la plupart l'ont depuis maintenant quelques années. Il faut de la place sur la carte mémoire, ça a l'air de rien, ça a l'air idiot comme ça, mais ça serait quand même bête de faire un timelapse qui dure toute la journée pour s'apercevoir en milieu de journée « Ah merde, ma carte elle est pleine, et donc c'est mort ». On a attendu toute une demi-journée pour rien. Donc pensez bien à prévoir que ça va prendre de la place, calculez le nombre de photos, vous savez que vous en avez pour 10 heures, vous prenez une photo toutes les minutes, 60 photos par heure, 600 photos, il faut que j'ai de la place pour 600 photos sur ma carte mémoire. Voilà, faites le calcul et puis comme ça vous serez sûr pour pas avoir de problème. Hop. Et il faut du temps. Oui, du temps parce que souvent c'est des choses qui sont assez longues qu'on prend avec le timelapse. Alors, si on a une télécommande, tout ça, c'est vrai que ça peut s'automatiser, c'est-à-dire qu'on lance le truc et puis on peut aller faire autre chose. En général, il vaut mieux quand même surveiller, parce qu'il peut toujours se passer un truc, mais bon, voilà, il faut quand même du temps, sachez que ça va prendre tout le temps que vous avez envie d'exposer. Alors, comment ça se passe à la prise de vue? À la prise de vue, il est impératif de se mettre en mode manuel, comme je l'ai écrit là. C'est impératif. Pourquoi? Parce que si vous ne vous mettez pas en mode manuel, le problème, c'est que l'appareil va calculer automatiquement, lui, l'exposition, mais cette exposition, elle risque de changer dans le temps. Imaginons, vous êtes en train de prendre, je ne sais pas, une plante qui pousse dehors, là. Vous commencez le matin. Ok, vous avez réglé votre truc. Hop, j'ai mis en mode automatique, il prend les photos. Il prend une photo, puis la photo d'après, hop, un nuage se découvre, le soleil arrive. Donc il y a beaucoup de lumière d'un coup. Et du coup, lui, il va la prendre différemment, la photo. Et puis inversement, juste après, toc, le nuage repasse devant le soleil. Hop, la photo, il va devoir changer encore l'exposition, et donc vous allez avoir des photos qui sont exposées complètement différemment tous, ça va faire du scintillement sur l'image, ça va être très désagréable à regarder. Alors que si vous êtes en mode manuel, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire aussi des scintillements, c'est-à-dire qu'il va y avoir des images plus claires que d'autres, mais au moins l'exposition sera constante, et si vous faites, alors c'est peut-être un mauvais exemple, là, le soleil qui passe devant, mais si on prend l'exemple d'un coucher ou d'un lever de soleil, si on gardait l'exposition automatique,
Le risque, c'est que du coup, quand le soleil commence à se coucher et qu'il y a moins de luminosité, lui, il va ouvrir de plus en plus, il va mettre un temps de pause de plus en plus lent pour avoir le maximum d'informations. Et ça, s'il fait ça, ça veut dire que quand le soleil va se coucher, vous n'allez pas avoir l'impression que la lumière baisse. Vous allez avoir l'impression qu'il y a toujours autant de lumière malgré le fait que le soleil se couche. Ça serait donner une fausse impression et ça risque même de ne pas être beau. Donc en mettant en mode manuel, vous êtes sûr que ça sera exposé tout le temps pareil, et donc quand le soleil va se coucher, bah oui, ça va devenir sombre, mais comme en vrai, quoi, ça va devenir vraiment sombre. C'est plutôt ce qu'on veut en général. Donc c'est vraiment le mode manuel impératif. Si vous voulez en sortir, il faut bien maîtriser le truc. Voilà. Profitez-en pour poser des questions si vous voulez, là, pendant que je baragouine. Puisque ça met toujours un petit peu de temps, il y a un décalage entre vos questions et le temps où elles m'arrivent. Et je vais bientôt faire une pause pour vérifier s'il y a des questions. Donc, comme je le disais, attention à la variation de l'éclairage dans le temps choisi. Quand je disais... D'accord, il n'y a pas de question. Quand je disais qu'il faut exposer, se mettre en mode manuel pour exposer, oui. Alors, je reprends mon exemple de soleil et de nuages qui passent devant le soleil. Eh bien, en fait, ce qui serait intelligent, c'est pas d'exposer pour le soleil, ni d'exposer pour quand il n'y a pas de soleil, mais c'est d'exposer entre les deux, pour que ce soit plus clair, mais pas brûlé quand il y a le soleil, et que ce soit plus foncé, mais pas bouché quand il y a le nuage. Donc ça, c'est à vous de voir. Ah, il y a une question par là. Attends, je vais regarder. Oui, alors le cadre, il est important. Le cadre, c'est un peu différent de prendre une photo classique où on cadre et toc, on prend la photo. On a pris le cadre pour cette photo-là. En fait, là, comme comment dire, ça va durer très longtemps, peut-être que le cadre, dans le temps, il va bouger. Si je prends l'exemple encore de la plante, vous avez pointé là votre caméra sur le sol, eh bien, très bien, mais la plante, elle va sortir du sol et puis elle va commencer à monter. Ah ben oui, si vous avez vraiment cadré que le sol, vous avez oublié que la plante allait monter et du coup, vous verrez que la racine de la plante et puis après, une fois qu'elle sera montée, vous la verrez plus. Pensez dès le départ à cadrer, pour que vous ayez tout ce qui va se passer pendant tout le temps d'exposition. D'accord ? Donc je fais une petite pause pour répondre aux questions. Je regarde les questions que j'ai cru voir qu'il y en avait. Laetitia demande, si on veut faire un timelapse sur plusieurs jours, on a sûrement besoin de plusieurs cartes pour stocker des photos. On peut ensuite regrouper tous les clichés. Oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de plusieurs cartes. Ok, on va le faire sur plusieurs jours, même sur une année complète. Il y a des gens qui s'éclatent à faire, par exemple, ce qu'on appelle la courbe du soleil. Tous les jours, vous prenez une photo du soleil et vous allez voir qu'au même moment, à la même heure, et vous allez voir que, hop, ça fait un 8 comme ça. Et en fait, ça dépend du nombre de photos uniquement, et non pas de la durée. Vous pouvez faire sur un an, mais une photo tous les jours, ça fera que 300 photos. Mais si vous faites sur une heure, mais que vous faites une photo toutes les 10 secondes, ça va faire beaucoup plus que 300 photos. Donc, beaucoup plus, non pas beaucoup, si ça va faire plus. Mais bon, bref, vraiment, ce qu'il faut, c'est calculer le nombre de photos, et puis, mettre une carte mémoire en conséquence, ou plusieurs, vous pourrez la changer en cours de route. Déjà, avec une carte mémoire maintenant, une bonne carte mémoire, on en met quand même on met au moins 1 millier. Déjà, 1 millier de photos, ça commence à faire pas mal, mais voilà, il n'y a pas de limite. C'est tout ce que j'ai là comme question. Donc je passe à la suite. Alors bien sûr, pendant tout le temps d'exposition, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas que la caméra bouge. Si elle bouge, vous allez avoir une photo où c'est là, puis une photo où c'est là, une photo où c'est là, une photo où c'est là. Alors là, en vidéo, c'est impossible s'il y a ça. Ça ne va pas être regardable. Donc faites très attention à ce que votre trépied soit bien stable. Ça a l'air de rien, mais ne pas le poser sur, je sais pas, des planches sur lesquelles des gens pourraient marcher, qui le feraient vibrer, des choses comme ça. Faut vraiment ancrer l'appareil photo pour qu'il ne bouge pas pendant tout le temps de la prise de vue.
Hop. Ensuite, bon, ok, on a fait nos photos, on a tout configuré, on s'est défini un temps correct, on a exposé toutes nos photos comme il fallait et on a obtenu nos 100 photos. Très bien. On a 100 photos, qu'est-ce qu'on va en faire de ces photos? Et ça sera l'objet de l'atelier pratique. En fait, ça va changer un petit peu aujourd'hui. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en pratique, à la fin, je vais, moi, vous montrer comment je monte un timelapse. C'est pas comme ça que je fais quand je le fais pour moi, mais pour vous montrer la façon la plus simple de le faire. Comme ça, au moins, vous saurez le faire. Puis après, vous pourrez voir qu'il y a bien plein d'autres logiciels pour faire ça. Donc, il va falloir transformer toutes ces images qu'on a obtenues en une vidéo. Alors pour ça, on va utiliser un logiciel qui va être spécialisé pour faire du timelapse. On peut utiliser des logiciels qui n'ont pas pour vocation de ne faire que ça. Moi, typiquement, j'utilise le logiciel DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage vidéo, d'étalonnage, etc. Enfin bref, qui est vraiment un logiciel pour faire de la vidéo. Il n'est pas dédié, il n'est pas fait pour faire du timelapse. Mais on peut faire du timelapse avec, et comme je le maîtrise très bien, je l'utilise pour faire du timelapse. C'est pas ce que je vous conseillerais, parce que le logiciel, il faut un temps d'adaptation pour l'appréhender, voilà. Et donc, il y a des logiciels qui sont adaptés à ça, qui sont spécialisés pour ça, et qui sont gratuits, évidemment. Donc, je vous ai trouvé j'ai trouvé un exemple, là, et je vous ai mis le lien à la fin, enfin, vous verrez, vous pourrez faire. Donc, utilisez un logiciel spécialisé. Donc, moi, là, celui que je vais vous montrer sur l'exemple, ça va être Timelapse Creator de Microsoft, qui est gratuit sur le store de Microsoft, et donc vous pourrez l'utiliser pour faire vos timelapses. Donc comment ça se passe en général? C'est à peu près pareil dans tous les logiciels de création de timelapse. On importe les photos. Première étape, importer toutes les photos. Deuxième étape, générer la vidéo à partir de ces photos. D'accord? Donc là, il y a un processus qui peut prendre un peu de temps, mais voilà, c'est ce processus qui va transformer toutes ces images en vidéo. Alors, il y a des logiciels un peu plus évolués qui vont en profiter pour faire des corrections entre les différentes photos, comme par exemple recadrer s'il y avait un léger mouvement, comme par exemple modifier l'exposition s'il y a des différences, enfin des choses comme ça. Donc voilà, là ça va dépendre du logiciel. Mais la fonction de base pour faire un timelapse, c'est on importe toutes les photos, on les met bout à bout pour faire une vidéo. Voilà, c'est ce que font les logiciels de timelapse, tous. Ça, c'est la base. Et ensuite, on admire le résultat de son travail, évidemment, parce que forcément, ça va être magnifique, vous allez voir. Voilà, je regarde si je vois d'autres questions. Pour voir l'évolution du soleil et de la nuit, il faut prendre énormément de clichés, non? Alors, ouais, quand je parlais de l'évolution du soleil, je voulais parler de l'évolution sur l'année du Soleil. En fait, ce qui se passe, c'est que si on prend le Soleil tous les jours à la même heure, vous savez que, par exemple, l'hiver, il est plus bas sur l'horizon que l'été. L'été, il est presque au zénith. L'hiver, il est assez bas. Donc, forcément, si vous le prenez, ça va faire ça. Mais ça ne va pas seulement faire ça, ça va aussi bouger un peu comme ça. Et donc, l'image que ça... Enfin, l'image... si vous regardez donc la vidéo que ça va faire avec le soleil, à chaque fois pris du même endroit, bien sûr, cadré toujours au même endroit et au même moment, à la même heure de la journée, eh bien vous allez voir le soleil qui se déplace comme ça, qui monte, qui redescend, qui fait un 8, quoi, en fait, c'est ce qu'on appelle la courbe du soleil. Bon, bref, ça c'est une photo par jour, pas besoin de plus pour faire ça. Alors bien sûr, le problème c'est que y a des jours où le soleil ne sera pas là et qu'il y a les nuages de vent, etc., donc c'est la difficulté pour faire ça. Est-ce que la batterie va tenir toute la durée du timelapse? C'est vrai que j'en parle pas là, mais c'est une vraie question. Alors il y a plusieurs solutions, parce que ça va durer longtemps, oui, donc ça je conseille de faire des tests avant, pour vérifier si pendant le temps de votre timelapse, je sais pas, ça va durer mettons 1 heure, si la batterie est capable de prendre X photos pendant 1 heure. Ça, vous n'avez pas besoin de sortir, de préparer et tout. Vous mettez votre appareil quelque part, la batterie chargée, toc, et puis vous faites comme si, voilà, les mêmes paramètres de déclenchement. Et puis vous allez voir si ça tient 1 heure. Bon, ça tient pas. Bon, plusieurs solutions. Il y a la solution, souvent le grip
acheter un grip pour son appareil photo permet de mettre 2 batteries au lieu d'une. Du coup, ça double la capacité et donc double le temps comment dire, de batterie et donc le temps pendant lequel on peut prendre des photos. Ensuite, il y a une autre solution, c'est de brancher carrément son appareil photo sur le secteur, par exemple, ou sur une grosse batterie. Donc ça, souvent, pour chaque appareil photo, vous allez trouver pour aller environ une quinzaine d'euros des adaptateurs secteur pour alimenter votre appareil photo sur une prise secteur. Bien sûr, ce n'est pas valable partout si vous allez dans la nature, etc. Mais voilà, c'est déjà une solution. Après, il faut savoir que, alors déjà, il ne faut pas utiliser le Live View qui va consommer beaucoup sur votre appareil photo. Le Live View, c'est le fait d'afficher l'image sur l'écran de votre appareil photo. Il faut vraiment mieux faire ça au viseur, prendre les photos et puis à la limite ne pas paramétrer pour qu'il n'affiche pas le résultat de l'image sur le viseur, parce que souvent c'est paramétré pour que ça s'affiche pendant 2 secondes, 5 secondes. Aucun intérêt là, enfin si, peut-être au début vous allez regarder, mais après aucun intérêt, donc vaut mieux ne pas le faire. Et comme ça fait économiser aussi pas mal. Donc du coup, dans ces conditions-là, si on respecte tout ça, ça tient quand même assez longtemps, une batterie. Voilà, à vous de voir après si ça suffit ou pas. Bon, je continue, j'ai pas d'autres questions là. Ok, on admire le résultat de son travail, c'est beau. Pourquoi faire un time-lapse? Il y a énormément de possibilités, on n'y pense pas forcément comme ça, mais les possibilités sont énormes. Dès qu'on va se mettre un petit peu à réfléchir, on va se dire « ouais, mais si je pouvais voir les choses en hyper accéléré, alors qu'est-ce qui pourrait être intéressant ?» Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir trouver énormément de choses. Bon, si vous avez à court d'idées, vous en trouverez sur Internet, mais même sans aller voir sur Internet, vous allez voir, si vous avez ça dans votre tête, vous allez penser à un tas de choses qui est faisable. Après, ça dépend effectivement de chacun, il y a des gens qui vont trouver plus facilement que d'autres, mais honnêtement, les possibilités, il y en a énormément, je vais vous en donner quelques-unes. Donc voilà, les idées. Par exemple, une plante qui pousse, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être intéressant. Hein. Alors bien sûr, en extérieur, c'est un peu difficile, parce que le problème, c'est qu'en extérieur, la lumière elle va être très variable, le vent va faire que la plante va bouger dans tous les sens. C'est pas très pratique, mais une plante dans un pot en intérieur, là, vous pouvez faire quelque chose d'assez sympa quand même. L'installation d'une salle, comme je l'ai dit, d'une manifestation quelconque, c'est-à-dire que vous savez que la salle machin va être utilisée pour faire, je sais pas, le club de bidule, et ils vont installer toutes les tables, les chaises, ils vont mettre les décorations, mettre les machins. Au début du chantier, vous arrivez, vous mettez votre caméra un peu en hauteur, là, qui voit un peu toute la scène, et puis, toc, vous faites votre time-lapse. Et vous allez voir la construction, enfin l'installation se faire au fur et à mesure dans la vidéo. Ça fait des vidéos qui sont quand même assez sympas. Un fruit qui moisit, par exemple. Alors ça va durer sur plusieurs jours, mais ça c'est assez sympa de voir comment ça progresse. Enfin voilà, les possibilités, il y en a énormément. Un escargot qui fait la course, hein, un escargot qui se déplace. Ça peut être sympa de voir un escargot bouger très vite, finalement, pour voir comment il fait, comment il utilise, quels moyens il utilise pour se déplacer. Ce qu'on ne voit pas, encore une fois, ce que je le redis, hein, ça c'est des choses qu'on ne voit pas en temps réel, quoi. Les marques du temps sur une personne, alors ça, par exemple, ça peut être assez sympa, mais il faut s'y prendre assez tôt. C'est de prendre par exemple une photo toutes les semaines ou tous les mois, mais toujours derrière un mur blanc par exemple, toujours bien droit, etc. Et puis après, d'en générer une vidéo, quoi. Et donc de voir la personne vieillir finalement. Alors bien sûr, là ça va être sur du très long terme. Hein. Là on laisse pas le truc automatiquement, on ressort l'appareil à chaque fois. Un lever ou un coucher de soleil, hein, ça c'est sympa. Ça demande un peu d'expérience parce que le réglage de l'exposition n'est pas évident. Mais si vous avez l'occasion, je vous invite à essayer. Hein, vous pouvez le faire même ici. Hein, il n'y a pas besoin d'être au bord de la mer, en montagne ou machin. Ici, déjà, ça peut être sympa, au moins pour s'entraîner. Puis après, le faire dans un lieu où c'est assez magique, quoi. Et tomber sur un jour où le soleil est bien rouge, où il y a un peu de nuages qui reflètent. Enfin, ça peut être vraiment sympa.
La course des nuages, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, quasiment, parce qu'on a la chance d'avoir un climat où il y a des nuages presque tous les jours chez nous. Donc là, en fait, vous mettez l'appareil photo vers le ciel, plutôt au très grand angle, où on voit tous les nuages, et si possible, on voit des petits bâtiments, enfin, il faut qu'il y ait quelques points de repère aussi, ça peut être sympa. Et puis, ben voilà, vous faites une photo toutes les 10 secondes, et vous allez voir que les nuages vont tous se déplacer à une vitesse folle quand vous allez créer après la vidéo. C'est assez sympa aussi. Et puis, 3 petits points, parce que, voilà, des idées, on pourrait en dire comme ça des centaines. Si vous n'en avez pas, vous en trouverez sur Internet, mais franchement, vous allez voir, c'est assez facile de trouver des idées. Les questions, c'est le souci d'un timelapse sur plusieurs jours, c'est que le cadrage doit être toujours le même. Tous les jours le même, oui, mais alors, du coup, même sur plusieurs jours, on peut imaginer qu'on mène notre caméra sur un trépied, du coup qu'on ne la bouge pas pendant ces plusieurs jours. Alors, on peut dédier une caméra à ça, enfin un appareil photo plutôt. On dédie cet appareil photo à ça et il reste sur le trépied. Si des fois c'était pas le cas, il faudrait vraiment prendre des super repères, par exemple savoir que, je sais pas, sur le mur vous mettez des petits traits de repères. Donc vous cadrez toujours pour avoir ces traits de repères qui sont pile poil dans les coins. Vous faites un point au sol aussi pour voir où mettre les pieds du trépied. Enfin bon, bref, pour retrouver exactement le même cadrage, c'est un peu difficile, mais c'est faisable. Et je le redis, il existe des logiciels qui vont vous aider pour ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas cadré tout à fait pareil, ok, sauf que le logiciel, lui, il va recadrer sur toutes les photos pour que ce soit pareil. Donc, faut pas... Enfin voilà, c'est pas une contrainte, quoi. On arrive à s'affranchir de cette contrainte de le faire sur plusieurs jours. Je regarde si j'ai d'autres questions. Non, pour l'instant. Donc, je continue. Quelques exemples. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de timelapse. Il y a Laurent Fialex, donc, qui fait partie du club, qui fait beaucoup d'animaliers. Et puis là, je sais pas, il a dû être bloqué, sa femme a dû le retenir, je sais pas, il n'a pas eu le droit de sortir. Et donc il est resté chez lui, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des glaçons, il a fait un timelapse avec des glaçons. Vous allez voir ce que ça donne, c'est voilà, encore une idée, hein, une autre idée. Il y a Pierre Charpentier, qui est, on va dire, l'astronome du club. Vous savez, c'est monsieur qui fait beaucoup de schémas, là. On aime bien le charrier avec ça. Lui, il a filmé une rencontre astronomique. C'était... Enfin, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle un marathon Messier, c'est-à-dire que Messier, c'est tout un tas d'éléments qui se trouvent dans le ciel. On les appelle M1, M2, M3, M4, M5, je ne sais plus jusqu'à combien ça va, dans une centaine à peu près. Et donc faire un marathon de Messier, ça veut dire que dans une nuit, on regarde tous ces objets-là dans le ciel avec un télescope. Donc voilà, il a fait le timelapse de ça, c'est-à-dire pas prendre en photo les objets qu'il y a dans le ciel, mais il a mis son appareil photo qui filme les télescopes avec les gens qui vont dessus, etc. Et puis moi j'ai filmé la comète Neowise là, qui est passée il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois. Donc j'ai été faire un timelapse du ciel, donc de la rotation du ciel, avec cette comète dans le ciel. Ok, eh ben allons-y. Donc ça, c'est les glaçons de Laurent. Donc je vais vous les mettre en gros plan et vous allez pouvoir regarder ça. Voilà, vous voyez les glaçons, vous voyez... ah oui, il nous a mis une petite musique en plus. Vous voyez donc les glaçons fondent, se déplacent un peu parce qu'il y a de l'eau en dessous du coup. Donc la vitesse, quand on génère le film, c'est nous qui la choisissons, hein, donc on peut choisir d'aller très vite ou d'aller assez lentement. Enfin bref, on met le nombre d'images secondes qu'on veut. C'est en partie à la prise de vue et en partie au montage, à la création de la vidéo, qu'on va choisir la vitesse de cette vidéo.
Donc voilà, vous voyez les glaçons fondre et bientôt ils vont disparaître complètement. Le jaune et le bleu se sont mélangés pour faire du vert. Alors hop, ça va être terminé. Voilà. Donc merci Laurent pour m'avoir envoyé cet exemple et que je peux montrer du coup aux membres du club. Ça se termine. Donc ensuite, juste pour vous montrer, Laurent m'a envoyé aussi quelques photos de la prise de vue justement. Donc ça c'est intéressant, hein, c'est intéressant de voir comment il a fait. Donc ce qui est important, je le redis, je vous mets ça en gros plan, c'est que l'objet soit éclairé toujours de la même façon si on veut qu'il y ait une lumière homogène pendant toute la vidéo. Donc là ce qu'il a fait, c'est assez intelligent, il a mis une lampe au-dessus. J'ai entendu quelqu'un dire ça m'étonne de lui. Non, pardon, je plaisante. Il a mis une lampe au-dessus, c'est bien pour l'éclairer, mais ça ne suffisait pas, parce que si on fait que ça, la lampe, elle va l'éclairer, c'est très bien, sauf que le reste de la maison, les fenêtres, éventuellement les gens qui circulent dans la maison, qui allument, éteignent les lumières, etc., va aussi éclairer ça. Et du coup, il y aurait des variations. Donc ce qu'il a fait, si vous regardez bien, c'est qu'il a fait tout un petit... Il a caché un petit peu pour pas que ce soit influencé par une autre lumière que celle qu'il a mis au-dessus des glaçons. Là. Du coup, grâce à ça, il a une lumière homogène pendant toute la durée de la prise de vue. Donc voilà, vous avez les deux photos là juste pour mieux comprendre. De toute façon, vous pourrez revoir ça sur le diaporama, hein. Il va être en ligne comme pour tous les autres diaporamas. On va le mettre en ligne demain ou après-demain. Donc voilà, ça c'était la fabrication des glaçons. Maintenant, je vous montre ce qu'a fait Pierre. Alors c'est juste pour voilà, hop, je vais le mettre en... Voilà, je le mets en gros plan. Donc le marathon Messier, hein, il a fait ça en 2012. Et donc voilà, vous voyez une photo de temps en temps, alors je ne sais pas à quelle fréquence il a fait, là peut-être toutes les 30 secondes, toutes les minutes, je ne sais pas. Et puis vous allez voir, regardez les étoiles par exemple déjà qui commencent à bouger, les lumières qui s'allument, etc. Et un petit coup de laser vert pour montrer des choses dans le ciel. On voit les télescopes qui bougent, qui se dirigent vers l'un, vers l'autre, etc. Donc c'est peut-être même les Pléiades qu'on voit là en haut, les étoiles là. Bon, enfin voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. On prend une photo tous les X temps et puis on en fait une vidéo. Alors là, vous voyez, ça fait un petit peu saccadé la vidéo. C'est normal, c'est volontaire de la part de Pierre, c'est qu'il a choisi d'afficher une image, d'afficher, je ne sais pas, peut-être 5 images par seconde. Si on veut quelque chose de fluide, il faut plutôt aller vers les 25 images par seconde. Alors bien sûr, si on avait fait ça, ça serait fluide, hein, les étoiles, on les verrait se déplacer de manière plus fluide. Par contre, ça irait beaucoup plus vite, ça irait 5 fois plus vite pour passer de 5 à 25 par exemple. Voilà. On va passer... Alors ça, c'est moi qui ai fait, c'est la comète Neowise. Alors là, vous la voyez peut-être, je ne sais pas selon la qualité là, du flux YouTube. Elle est, alors je vais vous montrer, hop, elle est ici. Donc vous voyez, à peu près aux 2/3 de l'image. Je vous remets l'image en gros plan. Et je vais vous montrer le time-lapse. Voilà, c'était en juillet. Et donc voilà, vous voyez la comète se déplacer, là, enfin se déplacer, suivre le ciel en fait. Hein. Il y a tout le ciel qui tourne et la comète qui suit avec le reste. Voilà. C'était assez rapide. Voilà, ça c'était des exemples hein, qu'on a fait, que des gens du club ont fait. Alors Pierre, il m'en a envoyé 2 autres qui sont assez intéressants et plutôt original par rapport à ce qu'il y a d'habitude. C'est que souvent, ce qu'on va faire, c'est voilà, les couchers de soleil, les plantes, les gens, tout ça c'est assez classique.
Ce qu'a fait Pierre, c'est qu'il a pris des photos d'une comète, oui c'était une comète je crois, oui c'était une comète, qui se déplace dans le ciel. C'est-à-dire que c'est pas pareil que moi. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le ciel, et donc on voit tout le ciel bouger, donc la comète bougeait avec. Ok, normal, puisqu'en fait son déplacement par rapport au fond de ciel, il n'est pas important, donc on a l'impression qu'elle suit le fond de ciel. Ce qu'il a fait, Pierre, c'est plus intéressant que ça, c'est que lui, il a pris en photo cette comète, mais à des moments beaucoup plus éloignés que moi je ne l'ai fait. Enfin, c'est pas cette comète-là, c'était une autre, hein, mais peu importe. Et du coup, on voit l'objet se déplacer par rapport aux étoiles qui sont derrière lui. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Le résultat est un peu forcément moins lisse que ça, moins léché, on va dire. Mais par contre, c'est plus intéressant parce qu'on voit que la comète se déplace par rapport aux étoiles. Alors, donc là, l'atelier pratique, montrer l'assemblage des photos. Alors, je regarde avant d'attaquer s'il y a des... hop, on voit bien la comète, d'accord, parfait. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on va basculer sur le PC. Et je vais refaire justement cette manipulation là pour générer cette vidéo de la comète. Donc la première étape que là je ne vais pas vous montrer mais qu'il va falloir faire, c'est de prendre toutes les photos de cette comète que vous avez fait, qui vont servir à faire la vidéo, et les mettre dans un dossier. Voilà. On suppose que vous vous êtes débrouillé, vous avez fait vos photos de l'escargot, de la comète, des glaçons, de la plante, et vous avez mis toutes ces photos qui sont bien dans un dossier. Autre chose importante, ces photos sont numérotées. Ça, les appareils photo, ils le font tous, hein, ils numérotent vos photos, et ils sont numérotés dans l'ordre. Ça, c'est important, parce que le logiciel qui va créer le timelapse, pour que ça fonctionne, il faut que les photos soient dans l'ordre, évidemment. Si on prend un coup la comète là, puis un coup là, puis un coup là-bas, puis revenir là, puis... ça ne va pas aller. Donc il faut vraiment que les photos soient numérotées correctement. Ça, tous les appareils photo les numérotent correctement. Il n'y a pas besoin qu'elles s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, mais au moins que le nom soit Toto-1203, puis après Toto-1204, etc. Ok, on suppose donc que vous avez toutes ces photos, vous les avez toutes mises dans un dossier. Ok, alors allons-y maintenant. Je vous montre mon PC. Hop. Je bascule, il faut que j'arrête ça. Voilà. Alors, on va basculer, hop. Donc, moi, j'ai mon dossier qui se trouve, c'est pas là, hop. Voilà, toutes mes photos sont là. Alors moi, elles sont nommées 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, mais je vous dis, hein, ça peut être nommé Toto-1500, pas de souci. Et ensuite, je lance le logiciel dont je vous ai mis, vous verrez à la fin du slide, je vous ai mis le lien pour le télécharger. Le logiciel qui s'appelle Timelapse Creator de Microsoft. Donc je clique dessus. Voilà, vous voyez le logiciel là. Et donc ce logiciel, première chose à faire, import folder. Ça veut dire en fait donnez-moi le dossier qui contient les photos. Donc on clique dessus et on va choisir ce dossier là des Temp NeoWise. Les sous-dossiers, il s'en moque, il n'utilisera pas lui. Alors on ne voit pas les photos qu'il y a dedans, hein, mais elles sont dedans. Donc je lui dis oui, sélectionnez le dossier. Voilà, c'est fait. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a la barre de progression qui dit « J'importe toutes les images ». Voilà, il les a importées. On a notre image là donc qui apparaît. Je vais mettre en plus grand, peut-être que ce sera... Non, ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez déjà voir ce que ça donne sans générer la vidéo en cliquant sur la petite flèche là. Si je clique, play, voilà, ça le joue. C'est un peu plus saccadé que si c'était une vidéo, mais ça va le jouer déjà. Ça vous donnera une idée un petit peu de ce à quoi ça ressemble. Alors là, c'est assez sombre. J'aurais dû prendre un exemple plus clair, mais bon. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dire « Ok, maintenant je veux qu'on me génère une vidéo ». Donc ici, framerate, ça veut dire nombre d'images par seconde. Eh bien moi, je vais dire « Je veux que ce soit fluide », donc je mets 25 images par seconde. Ensuite, quality, donc c'est la qualité. 1080p, c'est déjà bien. On peut même faire du 2160, c'est-à-dire du 4K.
Si vos images ont une résolution suffisante, voilà, vous pouvez faire du 4K. Mais bon, déjà 1080p c'est bien, moi c'est ce que je choisis en général. Le bitrate on le laisse à 100%. Et puis ensuite, il y a juste à cliquer sur Save. Donc là je clique sur Save. Normalement il me demande où, voilà. Peut-être cliquer 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, il nous demande comment le sauvegarder. Bon, on va l'appeler test, juste pour vérifier après qu'il est bon. Test.mp4, qui se trouve dans dtemp neowise. J'enregistre. Donc, generate video file, là vous voyez en bas, là il est en train de générer le fichier vidéo, ça veut dire. Il faut attendre que ce soit terminé. Donc là, il est en train de... Ça bosse. Ça bosse, ça bosse. Je ne sais plus combien de temps ça prend, je ne me rappelle plus. Je l'ai fait, mais je crois que quand je l'ai fait, je suis parti, je suis revenu, c'était fini. En tout cas, on verra ici dans le dossier apparaître le fichier qui s'appellera test.mp4. Voilà, il est en cours de génération, là il fait 0 kg pour l'instant parce qu'il n'est toujours pas généré. Alors c'est vrai que là, je le fais, voilà. Clip save to file, là vous voyez écrit en bas, là, ça veut dire que ça a bien été sauvegardé. Et donc mon fichier, il est là. Et si je double-clique dessus, hop, il va me le jouer, et voilà. Et on voit notre comète, là, qui se trouve ici, là, on la voit se déplacer. Voilà. Donc c'était pour vous montrer comment faire. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Si vous avez bien suivi toutes les étapes avant de bien mettre toutes les photos, le plus compliqué, c'est vraiment de la génération des des images, c'est-à-dire bien faire à la prise de vue tout ce qu'il faut. Alors je reviens sur mon slide. Voilà. Donc voilà, vous avez compris, c'est je pense, pas trop compliqué à faire. Vraiment, faut passer un peu de temps à bien peaufiner tout avant de faire la prise de vue. Pas hésiter à faire quelques tests avant, sans en faire 1000 photos, mais juste en faire une dizaine, juste pour voir si tout a l'air d'aller bien. Puis après, vous lancez vraiment le truc qui va durer longtemps. Surveillez-le en général, parce qu'il peut toujours y avoir des imprévus, genre une batterie qui commence à flancher, genre voilà, des choses comme ça. J'ai vu qu'il y avait une question là sur le temps, combien de temps il fallait pour une plante. J'en sais rien, j'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, mais on peut imaginer que ça va s'étaler quand même sur assez longtemps, selon, par exemple, j'ai une idée en tête, là, quand on était petit, on s'amusait à faire pousser des haricots dans du coton, là. Et bien ça poussait en quelques jours, mais pas beaucoup de jours. Donc ça va quand même s'étaler sur plusieurs jours, mais vous dire exactement combien, je ne sais pas. Alors si on va faire un calcul comme ça, vite fait, vous voulez faire une vidéo qui va durer 10 secondes, 10 secondes. Vous voulez que cette vidéo aille à la vitesse de 25 images à la seconde pour que ce soit fluide. Donc, il va vous falloir combien de photos? 10 secondes, 25 images pour 1 seconde, 250 images. Il faut que vous arriviez à faire 250 images de l'objet qui bouge pour faire cette vidéo de 10 secondes. 250 images, si vous étalez ça sur, je sais pas, 5 jours, eh bien, ça fait 50 images par jour. 50 images par jour, 24 heures, donc ça fait une image toutes les 30 secondes, par exemple. Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. À vous de faire le calcul selon vos besoins. Je jette un dernier coup d'œil pour voir s'il y a des nouvelles questions, parce que là, on va bientôt se quitter. Donc, c'est la fin, là. Donc, ok, il n'y a pas... Pour l'instant, il n'y a pas de questions. J'attends quelques secondes, parce qu'il y a un décalage, en fait, entre le moment où moi je parle et le moment où vous me voyez. Il y a... on va dire entre 8 et 30 secondes. Donc c'est pour ça que je meuble un petit peu là, en attendant de voir si des fois des questions arrivent. Mais bon, ça a l'air de ne pas être le cas. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Pas de questions, ça a été répondu sur le chat, me dit Laurent.
Donc très bien, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis comme d'habitude, on se retrouve dans un mois. Ça ne devrait pas être moi cette fois-ci qui animera l'atelier, a priori. Et vous avez la liste des... On a mis à jour sur le site web la liste des ateliers qu'il y aurait sur toute l'année. Donc je vous invite à aller voir sur le site web toute la liste des ateliers. Et aussi sur le /live, vous avez toute la liste des dates avec sur le côté droit le thème qui est indiqué. Mais bon, plutôt sur la page d'accueil du site web, là vous descendez, vous allez voir tous les ateliers. Laurent, il a fait ça très bien. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée.